Quand vous avez fait une rangée de tubes, vous me comptez à peu près combien il en passe de caisses, hein? C'est gras encore, hein? À mon avis, jamais tu passes le tracteur cet après-midi. En plus, je pourrais éviter de laisser la main aujourd'hui. La main de l'homme. Au printemps, c'est l'heure de planter les tubéreuses, les bulbes, les griffes de tubéreuses. La tubéreuse, tu vois, c'est très fastidieux. Ça a un coût vraiment important parce qu'il faut planter chaque année, il faut l'enlever, il faut changer de terre chaque année, régénérer. Ça fait un produit très cher en parfumerie, la tubéreuse de Grasse. Après, en plus en agriculture biologique, elle a des notes par rapport à celle d'Inde. Celle d'Inde est excellente, mais celle de Grasse, elle a des notes beurrées, elle a des notes sensuelles, tu vois. Elle a été produite en Pays de Grasse jusque dans les années 80. Ensuite, elle a vraiment complètement disparu. Donc, on a multiplié, remultiplié pendant 5-6 ans pour arriver aujourd'hui à une vraie production. On fait la même chose pour les rosiers, le jasmin, le géranium rosa et d'autres plantes qui ont fait un peu les lettres de noblesse de Grasse et qui ont été le départ de l'histoire de la parfumerie. Autrefois, les collines de Grasse étaient couvertes de plantes à parfum, comme un balcon sur la Côte d'Azur. La spéculation immobilière a eu raison des champs de fleurs. Dans les années 90, il n'était plus qu'une poignée à cultiver le jasmin ou la rose de Grasse. Carole Biancalana s'est battue pour sauver ce terroir d'exception. Sur son domaine de 4 hectares, elle produit des fleurs mythiques qui entrent dans la composition des plus grands parfums. Donc il y a Blanche, Hello, Véro, Vincent, Seb et moi. Parfait. On va commencer par là-bas. Le cœur de Grasse bat de nouveau au rythme des floraisons. Au mois de mai, la rose centifolia ouvre la saison. On est d'accord, hein, on cueille serré. Hein. Donc il faut faire super attention d'attraper que la fleur sans casser les boutons qui sont autour. Et les boutons sont très serrés. Sur ton plant de rosier, tu as des centaines de boutons de différentes maturités. Donc celles-ci sont prêtes, on les cueille aujourd'hui. Ça c'est pour demain, ça c'est pour les prochains jours. Et ça refleurit tous les jours, 7 jours sur 7 et pendant 1 mois. Mais 1 mois, c'est court finalement. Donc c'est un sacré défi d'arriver à faire une belle récolte sur juste 1 mois. C'est pété de boutons, quoi. C'est beau. C'est super encourageant. Ah oui. Je suis plus heureuse ici qu'à la maison. C'est le bonheur. Cette rose, on ne la trouve pas ailleurs. C'est seulement sous le microclimat de Grasse que la centifolia libère ses 300 molécules olfactives. Pour améliorer la concentration de ses arômes, Carole mise sur l'agroécologie.
Dès que tu es en bio et qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas d'engrais chimiques, tu vois, qui vont les forcer. La fleur, elle fleurit à son rythme et donc elle donne tout ce qu'elle a à offrir, encore plus qu'en intensif. C'est comme la tomate du jardin et la tomate du supermarché poussée à son extrême. L'un, c'est de la poésie, la centifolia dans des champs naturellement, et l'autre, c'est de la flotte. La fleur fraîchement cueillie n'attend pas. Elle doit être traitée sans délai. Nei campi dorati, sotto il sole caldo, fioriscono storie d'amore nel vento. Come petali che cadono piano, si posano dolci sopra un manto. I fiori s'aprono al bacio del sole. On démarre, on va traverser la campagne grassoise et 10 minutes du domaine, on sera déjà sur le site de transformation. T'as beau utiliser des matériaux de récolte nobles, propres, organiques, bio, la macération, l'oxydation d'un produit se fait super rapidement, quoi. C'est l'autre savoir-faire de Grasse. L'art de transformer les plantes en essence. Robertet est un fleuron de l'industrie française. Depuis 1850, on y traite des centaines de matières naturelles. Une expertise reconnue dans le monde entier qui mêle tradition et technologie de pointe. Moi, j'allais souvent à l'usine avec mon père quand j'étais toute petite. Mais je me rappelle de ça, je devais avoir même pas 4-5 ans. Hein. Il y avait des matières premières partout. Je me souviens des montagnes d'immortelles, de lavande. C'était immense. De fleurs, de graines, de racines. Ça sentait, c'était incroyable. Le retour des fleurs naturelles valorise toute une filière. Des champs jusqu'aux usines toutes proches. Au début, c'est des toutes petites récoltes. Voilà, ce sont des petites récoltes prometteuses. Et puis, ça va monter 2, 3, 10, 20, 30 sacs par jour. Il y en a un second. Salut Steve, ça va? Ça va? Et toi? Impeccable. Merci. Voilà, c'est mon petit carnet tous les jours. Le carnet des bonnes notes. Les roses centifolia infusent jusqu'à ce que les solvants capturent tous leurs arômes. Plusieurs bains successifs donneront un absolu, un concentré puissant réservé aux grandes maisons. On est en train de développer une solution alternative, voilà, avec des nouveaux solvants sourcés verts, d'origine naturelle. C'est une toute première pour des produits comme le jasmin, comme on l'a fait pour la tubéreuse auparavant, pour la rose aussi. Toutes les plantes à parfum et différentes matières premières qui sont traitées ici sur site. Grasse renoue avec le passé prestigieux qui a marqué de son empreinte le cœur de la vieille ville. Là où tout a commencé. Au XVIIIe siècle, ces ruelles voient naître d'authentiques fabriques à parfums. C'est une histoire que Laurence Arguerolle aime raconter aux visiteurs de passage. Alors quand même, ici, il y a un endroit exceptionnel. Pas visuellement, mais olfactivement. Alors, c'est vrai que c'est difficile comme ça, mais voilà. Il faut savoir qu'ici, derrière ce bâtiment médiéval, il y a eu un couvent, il y a eu plein d'établissements, et puis il y a eu une usine à parfum, l'usine Niel. Tout a été démonté, tous les estagnons qui contenaient le parfum ont été enlevés, et encore aujourd'hui, on a l'odeur. Donc ça vient, il y a un petit courant d'air, et ça nous arrive comme ça sur le visage, et ça fait toujours, c'est toujours très étonnant, voilà. Vous avez vu, c'est fou, hein? À partir de 1850, les usines fleurissent partout dans la cité.
la parfumerie artisanale devient une industrie d'envergure. À la même époque, les patrons deviennent des grands patrons. Certains d'entre eux, comme Chiris, toute la dynastie Chiris, vont développer des rapports très importants avec les colonies qui existaient à l'époque. Et ils vont installer des succursales dans les pays producteurs directement. La vanille à Madagascar, d'autres plantes à parfum en Algérie. Et les usines grassoises vont commencer à affirmer et asseoir leur renommée à travers le monde entier. Oui. Aux portes de la ville, les champs de fleurs se multiplient. Au début du XXe siècle, les manufactures traitent chaque année jusqu'à 2000 tonnes de roses et 1800 tonnes de jasmin. Grasse devient le premier centre mondial de transformation des matières premières naturelles. Mais à partir de 1950, les molécules synthétiques inondent le marché. Désormais, la main-d'œuvre coûte trop cher. Les fleurs sont achetées à l'étranger. Chez les cultivateurs, c'est l'hécatombe. Hubert Biancalana, le père de Carole, était au bord de la faillite. Sur l'exploitation, il est aujourd'hui le gardien de techniques ancestrales. On y va? Je fais un thé. Voilà. Je fais un thé. T'as toujours pas besoin de tes Tu sais lunettes ce qu'il y a pour greffer, papa? Non, non, j'y vois, hein. J'y vois bien, mais Tu bon. vois? Je suis à contre-jour, hein. Là, tu prélèves l'œil. Oui. Il y a un greffoir qui date de mon grand-père et de mon père. Ils me l'ont offert, ils m'ont dit, voilà, tu grefferas les rosiers avec ça. Et donc, quand la saison est normale, c'est presque 100% de réussite. Voilà, il faut quand même le dire, hein. Voilà. Oui, il est bon. Un peu de raffia. Alors, il faut savoir aussi qu'il ne faut jamais greffer au mois d'août parce que le bois, ça aoûte. Qu'est-ce que ça veut dire, le bois outé? Ça veut dire que le pied commence à sentir l'automne. Il se durcit. Donc, il ne faut pas greffer, c'est trop tard. C'est pas OK? bon. Voilà, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Quand il commence à pousser, de temps en temps, tac, tac, vous coupez un peu. D'accord. OK? Ok. C'est pas compliqué, hein? Ok. C'est bien. Ça, Hubert? Tu t'es bien débrouillé. Tiens. C'est la transmission du savoir. C'est ça qui est notre feuille de route. Hein. Là, on avait fait 236. Eau. Vous voyez, ils nous ont enlevé l'eau. 15%. 2,9 kg. C'était pas de notre faute s'il pleuvait. On a eu des crises, la plus grasse crise de la plante à parfum, je l'ai vécu comme c'était hier. Alors, ils ont commencé à dire que nos produits étaient trop chers, qu'ils achetaient du produit en Algérie, dans le Maghreb. La rose, ça venait de Turquie et Bulgarie. Ils nous boudaient notre rose, voilà le problème. Ils nous boudaient notre rose, et c'est pas bien. Il y en a qui ont vendu les terres. Ben oui, mais attendez, alors même nous, on a fait que ça. La maison qui est là-bas, c'était à moi, le terrain. On a vendu quand on a eu la crise de 75-76. Hein? Voilà. Alors moi, je me suis accroché parce que je croyais en ce que je faisais. Je suis né dans la maison, hein, j'étais attaché à ma terre, ça c'est sûr. On est attaché à son terroir. En 1923, les arrière-grands-parents de Carole fuient le fascisme de Mussolini. Ils posent leurs valises à Grasse. Après une expérience dans la banque, Carole est rattrapée par la passion familiale. Elle reprend l'exploitation en pleine débâcle. J'étais quand même souvent gardée par ma grand-mère, donc au milieu des champs, au milieu des odeurs, les bruits, les sons familiers. C'était à un moment donné, c'était super difficile, donc j'ai décidé de faire autre chose. Et puis avec quelques années d'expérience de bureau, quand tu as été élevé au milieu des champs, au rythme des saisons, avec des lumières naturelles, des sons, des odeurs, l'appel de la nature est plus fort que tout. Son audace l'a conduite à une rencontre décisive.
En 2007, un congrès réunit la fine fleur de la parfumerie mondiale à Cannes, la ville voisine. L'occasion inespérée d'un plaidoyer pour sauver son terroir. Notre objectif est de vous communiquer notre passion, héritée de nos parents et de nos grands-parents, et de vous donner l'envie de nous accompagner dans tous nos projets. Faut-il le rappeler, les productions florales du terroir grassois font partie intégrante de notre histoire, de notre patrimoine, de nos racines. Il fallait leur dire que dans leur palette de parfumeurs, plus ils ont de jasmins différents du monde entier, plus c'est une richesse et une source d'inspiration. Que la rose centifolia, elle était complètement différente. Et on a pris l'habitude, parce qu'il y en avait de moins en moins, de l'avoir de moins en moins. Et comme on l'a de moins en moins, on l'oublie. Des idées, nous en avons. Mais là encore, tous ces projets nous imposent au minimum 3 ans. 3 ans de travail, 3 ans de patience, avant d'arriver à des résultats concrets. Ils ne peuvent se faire donc qu'en partenariat avec vous. Et puis à la fin de l'intervention, y a un monsieur qui est venu me voir. Et là, il me sort sa carte. Et là, je vois François Demachy, directeur olfactif LVMH. Et là, je me dis, waouh! Parfum Christian Dior. Ah ouais! Et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'accélère. François Demachy vient de te dire qu'il veut commencer avec toi. Waouh! La première chose que j'ai pensé, c'est à mes grands-parents, quoi. Je me suis dit, waouh, on va y arriver, on va réussir. Et je leur avais fait la promesse, quoi qu'il arrive, quelles que soient les directions que prendrait ma vie, je la garderai envers et contre tous, cette exploitation. Ouais. Le géant du luxe s'engage à acheter la totalité de la production de Carole à un prix garanti. Et bientôt, tous les grands parfumeurs vont sceller des contrats d'exclusivité avec les cultivateurs de la région. De quoi affronter les menaces qui pèsent sur ces parcelles. On s'est pris une petite gelée tardive. Les boutons étaient complètement épanouis, hein, tout était prêt à fleurir. Et puis un petit 0, -1, ça fout un peu un coup au moral. Mais bon, on en trouve sur tous les bouquetiers, des boutons gelés. Finalement, on aura perdu à peu près quand même 50% de la récolte. Aujourd'hui, on prend ça avec beaucoup plus, on va dire, de patience et de sérénité parce qu'on sait qu'on est soutenu. Il y a combien de paysans tous les jours qui se pendent dans leur grange parce qu'ils n'ont pas réussi à supporter seuls les conditions météo, les conditions du marché. Un paysan, pourquoi il est seul à porter le risque? Idéalement et normalement, notre modèle serait le modèle idéal. Carole espère que le ciel sera plus clément. Car à quelques mètres des Centifolias, une autre star se prépare à entrer en scène. Les gens, quand ils viennent pendant la rose, ils disent toujours ah non, mais ils sont morts, la peau jasmin, ils vont jamais plus repousser. Mais non, tout va bien. C'est important de les tailler super court, parce que comme ça, on a de la tige de l'année. Et plus ton jasmin fleurit sur de la tige de l'année neuve, plus il est productif et plus le parfum est fou. Plus tu laisses monter des jasmins, tu vois, vraiment sur des pergolas, etc., la production est de plus en plus ridicule et l'intensité aussi de la fleur est de plus en plus ridicule. S'il est travaillé à la main, un pied de jasmin peut produire pendant 40 ans. Il n'y a vraiment que l'œil humain qui peut faire la distinction entre le sec qui a coupé et ce qui a déjà démarré. Voilà, c'est pas un taille-haie, c'est au sécateur, tige après tige. Quand je suis arrivée sur l'exploitation, je ne pouvais pas travailler sans gants. Et maintenant, je ne peux plus travailler avec gants. J'ai besoin de sentir, moi, j'ai besoin de toucher. J'ai plus le contact avec la terre. Ça m'handicape, les gants. Tu vas appuyer un peu.
les bois coupés serviront de paillage, car Carole est une adepte de la régénération naturelle. Toutes les herbes qui poussent autour de ces fleurs ont un but spécifique. En retenant l'eau dans le sol, elles évitent un arrosage excessif et favorisent la biodiversité. La sauge, la bourse à pasteur, le pissenlit, tout ça, ce sont des fleurs qui vont contribuer à la pollinisation, à nourrir les abeilles, les pollinisateurs, les xylos. Et donc on laisse, il n'y a pas de mauvaises herbes. Sur cette exploitation, aucun produit phytosanitaire, aucun pesticide. Carole réalise même son propre fertilisant bio. Elles sont bien grosses, donc là, ça tu va. vas les faire sécher, Carole? Oui, on va ça les faire sécher. Et puis cet hiver, à l'automne, atelier et voilà. écossage. Écossage. Tu vois, regarde les coccinelles dans les fèves, elles s'en donnent à cœur joie. Alors là, c'est restaurant gastronomique, hein. La févrole, c'est vraiment un engrais vert incroyable qui donne vraiment, une fois que tu le détruis et que tu l'enfouis, un volume, une masse organique très intéressante. Toutes les branches, on les coupera, elles se dégraderont et on pourra les réintégrer au sol. Il n'y a pas de perte. La terre, elle n'a pas vocation à rester nue. Donc l'engrais vert, ça évite aussi l'érosion du sol pendant les périodes de sécheresse, où on voit la terre se craqueler. Dès qu'on a les premières pluies, ça lessive. Donc il faut au contraire qu'il y ait toujours tu vois, quelque chose de planté pour que ça garde, pour qu'il n'y ait pas d'érosion. Et effectivement, ça c'est quelque chose de nouveau, tout ça. On s'adapte pour... justement pour que tout cet équilibre nourrisse le plant. 15 ans pour un plant de rosier, 30 ans, même jusqu'à 40 ans sur un plant de jasmin. Donc c'est stratégique le sol. C'est vraiment stratégique le sol. Je trouvais ça des fois un peu bizarre, mais j'ai dit bon, si elle fait ça, c'est parce que peut-être c'est nécessaire. Laisser l'herbe au pied des rosiers ou des jasmins. Et ça, c'est... Alors que nous, à l'époque, avec mes parents, on déchaussait bien tout raclé, c'était tout propre comme ça. Ouais. Ouais, bon. Mais je m'aperçois que bon, c'est bien. De partout, il y a le climat qui déraille un peu. Il faut mettre peut-être, mettre un peu son grain de sel où il faut. Hein. Sinon, comment on fait? Ce modèle agroéconomique suscite de nombreuses vocations. Voilà, Vanessa. Enchantée, Vanessa. Oui. Productrice aussi, tous des producteurs là aussi. Carole a créé une association. Elle réunit 40 agricultrices et agriculteurs convaincus que leur avenir s'inscrit dans cette terre. Très bien, Philippe. Toi aussi? Ils ont créé un tiers-lieu pour partager leurs ressources et leurs pratiques. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre aromatique Fab Lab. Pour symboliquement poser le premier bardage du laboratoire de transformation végétale mutualisée des fleurs d'exception du Pays de Grasse. Voilà. Transition écologique oblige. Respect, merci d'être venu. Ces pionniers ont désormais l'oreille des dirigeants. Présents ce jour-là, un préfet, un président de région, quelques élus. Merci. Pierre Aschieri, maire de Montsartou, a prêté 2 hectares à l'association. Relancer la filière de la plante à parfum, c'était une aventure, c'était un pari, une utopie. Mais c'était sans compter sur la pugnacité, l'engagement, l'attachement à la terre de la famille Biancalana. Cette famille, depuis plusieurs générations, ne s'est pas laissée séduire par les sirènes de la promotion immobilière. C'était bien plus facile de vendre ses terres et d'aller couler des jours heureux à Saint-Barth, ou je ne sais où. Non, Carole est restée ici parce que, voilà, elle a des valeurs qui vont au-delà des considérations vénales. Et voilà, nous sommes maintenant dans une démarche, grâce à elle, dans une démarche de reconquête agricole,
Merci. La filière des fleurs à parfum manque aujourd'hui de producteurs. Mais pour les nouveaux installés, la problématique majeure reste de trouver des plants bio en quantité suffisante. L'association a recruté Francine Collat-Signoret, une technicienne agricole pour piloter son centre de recherche. Tu vas pouvoir m'enlever la caisse, Étienne, s'il te plaît. Bien sûr. Avec le déclin de la plante à parfum, la production de plants locaux avait complètement disparu. Bien sûr, pour l'instant, on n'en est pas encore à pouvoir produire toutes les quantités requises pour la totalité des producteurs. Mais déjà, on se réapproprie les gestes, on se réapproprie les techniques. Et par la même occasion, on fait aussi de la transmission. Donc voilà, Étienne, s'il veut s'installer et faire du jasmin, il sera en capacité de préparer ses plants greffés tout seul, comme un grand. Je pense que je suis un peu trop grand pour faire du jasmin. C'est des buissons qui sont quand même assez bas. Et je m'orienterai plus, moi, sur les plantes aromatiques. Mais le savoir-faire acquis est toujours bénéfique. Ça me plairait bien de participer au développement de cette association à travers d'autres plantes, tout simplement. Ici, on améliore les techniques, on partage les pratiques et on met un maximum de plants à la disposition des membres de l'association. Ces petits bébés, là, dans quelques mois, seront comme ceux qu'on a ici. Ils vont se développer vraiment et ça sera des plants un peu plus grands qui vont être plantés à l'automne. Il y a quelqu'un qui va essayer de faire une plantation d'automne. Donc on va pouvoir partager notre expérience sur les essais qu'on a fait ici, lui donner une petite idée, par exemple, du rendement, du nombre de récoltes qu'elle peut faire. Lys de la Madone, Osmanthus, Bigaradier, Iris pallida. L'association veut aujourd'hui relancer les fleurs oubliées de Grasse. Et donc ici, nos boutures de géranium rosa. J'adore cette odeur. C'est un patrimoine olfactif fascinant qu'il faut reconquérir. De nouvelles fragrances à proposer aux parfumeurs. Symbole de cette reconquête, les tubéreuses. Elles se dressent aujourd'hui fièrement sur leurs tiges. Et pourtant, elles ont bien failli disparaître du paysage grassois. Cueillir la tubéreuse est une véritable course contre la montre. Car son parfum ne se déploie qu'au crépuscule, pendant quelques minutes seulement. C'est la fleur la plus odorante et désormais la plus chère au monde. Ça, c'est la récolte d'une journée. Aujourd'hui, 8,4 kg pour un total de 45 kg. Je prends. Pour tirer le meilleur parti de ces fleurs précieuses, agriculteurs et industriels travaillent désormais main dans la main. La chaleur abîme le parfum des tubéreuses. Elles ont droit à un traitement exceptionnel, l'enfleurage à froid. Je vais prendre celui-là pour étaler. Hop. C'est une technique à base de graisse, mise au point à Grasse au 19e siècle. Alors Olivier, là, il te reste combien aujourd'hui? À faire? Ouais, à faire. Là, il nous reste, en pâtis, il nous reste 2, à peu près. Donc ça, c'est bon, on est dans les temps. Ouais. Là, maintenant, c'est du beurre végétal. Bon, bien entendu, on rajoute notre petite recette en interne. Et ça, c'est le secret Robertet. Ça a été remis au goût du jour il y a peu de temps. Et ça, je pense que ça va continuer à perdurer, puisqu'il y a de la demande. Et il y a ce retour aussi à une extraction dite un peu plus naturelle. Olivier Vaillant s'est réapproprié les gestes d'autrefois. Là, et il faut que, surtout que tu aies la queue de la tubéreuse, en fait, qui soit toujours
aplati. Tu vois? Tu étales bien. Comme ça. Si tu vois des petites feuilles vertes comme ça, tu enlèves. En fait, on apprend sur le tas. C'est des anciens qui vous apprennent. Et puis nous, on réapprend aux jeunes, en fait. C'est toucher la fleur, quoi. Mais les mains d'un être humain, c'est... Puis même les sensations, non, ça on pourra jamais remplacer. Les machines, je crois qu'il faut à un moment donné, faut arrêter, quoi. Donc, je trouve qu'à l'ancienne, c'est cool. Voilà, c'est... Et je pense qu'on avance aussi vite qu'une machine, hein. Je pense, et aussi bien. Donc là, on voit bien que toutes les fleurs sont bien étalées et orientées vers le haut. On voit que la pommade est en suspension. On va venir superposer ce châssis aux autres. Et là, on voit bien que la pommade qui était en suspension sera prête à capter à l'étage inférieur. Les fleurs fraîches sont renouvelées 5 fois sur ces châssis en bois, jusqu'à ce que la graisse soit saturée de molécules odorantes. Cette pommade est ensuite nettoyée à l'alcool pour donner un absolu de tubéreuse. Partout sur le territoire, les parcelles agricoles refleurissent. Mais comment protéger ces fleurs si rares sans avoir recours à la chimie? C'est l'autre enjeu qui préoccupe les producteurs de l'association. Ils ont fait appel à l'INRAE. C'est un lycénidé, donc c'est les petits papillons avec plein de petits points sur le dessous des ailes. À chaque printemps, ces scientifiques procèdent à un inventaire rigoureux pour identifier les insectes présents. Chloé, tu peux noter la présence d'une altise, s'il te plaît. Pas de problème, je le note. Chrysalide de coccinelle. Ok, chrysalide de coccinelle. Coccinelle, ici. L'arbre de coccinelle. Moi aussi. En jasmin, le problème majeur, c'est un lépidoptère, donc un papillon, qui s'appelle Palpita vitrialis et qui va manger les fleurs en pleine saison. Par exemple, l'année dernière, ça a été très problématique. Cette année encore, le papillon mangeur de jasmin est au rendez-vous. Géraldine Grossier, spécialiste de la lutte biologique, l'attendait de pied ferme. Là, j'ai la chenille de Palpita vitrialis, donc la pyrale du jasmin, qui est dans son petit cocon. On est au bon moment pour nous, avant les dégâts, avant qu'ils nous ravagent le champ et qu'on ait la présence des papillons. Là, pour le moment, on est dans les tout premiers stades. Si on ne fait rien, dans 3 semaines, le champ va être rempli de papillons et de larves, et en fait, la production peut diminuer jusqu'à 30%, voire plus. Et donc là, après, on est obligé de passer en chimique, ce qui n'est ni la volonté des agriculteurs, ni la nôtre. C'est une palpita? Une palpita, la pyrale du jasmin, en premier stade. Ah ouais, ça y est, hein, ils sont arrivés. Hein. On la voit bien, sa petite tête noire. Ah, la saleté. Bon, en même temps, la bonne nouvelle, c'est que du coup, par rapport à ce qu'on s'était dit, ça va être le bon moment, juillet, pour... Pour lutter contre la première génération. Le remède à la pyrale se trouve au sein même de la parcelle de jasmin. Carole a conçu ces champs comme un formidable réservoir de biodiversité. Un écosystème agricole complexe, capable de s'auto-protéger. L'erreur du passé, par exemple, c'était d'avoir à disposition un insecticide biologique qui donc effectivement était efficace contre la pyrale, mais contre tous les autres coléoptères. Et du coup, à la fois, on tuait notre ravageur, mais aussi le prédateur qui était déjà en présence. Et donc, tous les 8 jours, tous les 10 jours, il fallait repasser le spray de l'insecticide biologique. Et encore une fois, moi, ma démarche, c'est le moins d'intrants possible. Lors de cet inventaire, les chercheurs ont déjà repéré l'ennemi de la pyrale, le trichogramme.
Il s'attaque aux chenilles avant qu'elles ne se transforment en papillons. C'est une chenille de Palpita vitrialis qui a été parasitée par un parasitoïde larvaire. Et en fait, on peut voir le petit trou fait par le parasitoïde qui est sorti de la chenille. Quelques semaines plus tard, au premier jour de juillet, le jasmin commence à fleurir. Les scientifiques sont de retour chez Carole. Ce sont des parcelles périurbaines, donc c'est ce qui va être de plus en plus présent dans notre agriculture, il ne faut pas l'oublier. Ça fait une mosaïque dans le paysage et cette mosaïque, ça va apporter de la biodiversité, ça va apporter des souffles, de verdure. Ça peut être un laboratoire à ciel ouvert. Donc les deux Laurent, vous allez faire le début de la parcelle. Là où il y a les étiquettes là. Ouais, là où il y a les étiquettes. Donner un petit coup de pouce à la nature tout en préservant l'équilibre de ses parcelles, c'est tout l'enjeu de la mission. Pour une lutte biologique efficace, les chercheurs doivent lâcher les trichogrammes au bon endroit, au bon moment et dans la bonne quantité. Ouais, voilà. Donc là, on va mettre les trichogrammes dessus. Alors, les trichogrammes sont là. Voilà. Il y en a 1500 dedans. Et donc là, on va les mettre et on en a mis à plusieurs endroits dans le champ. Et je vais ouvrir pour qu'on libère les individus. Donc je vais juste tapoter un peu pour essayer de ne pas abîmer les adultes. On a affaire à des êtres vivants, donc il faut les traiter avec beaucoup de douceur pour pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent au champ en bon état et capables de faire leur mission qui est d'aller parasiter les insectes. C'est moins d'1 millimètre. C'est vraiment très très petit et c'est un grand pouvoir. Et en 24 heures, elles peuvent faire 10 mètres autour, donc ça veut dire que ça vole, quoi. Très bien. À l'heure actuelle, en fait, les trichogrammes, surtout élevés par des scientifiques, coûtent plus cher que des pesticides. Et donc, ça demande un coût assez énorme pour l'agriculteur. Donc, l'objectif, pour nous, scientifiques, c'est qu'il y ait une certaine autonomie de la part des agriculteurs pour élever et produire leurs propres insectes. Et en plus, on a la chance, c'est qu'on a des agriculteurs qui sont extrêmement ouverts au changement. La lutte biologique nécessite encore quelques mises au point. On a déjà un. Les scientifiques vont continuer à étudier la vie secrète des insectes dans ces champs de fleurs, y compris la nuit. La menace de la pyrale du jasmin s'est éloignée, mais une autre gronde. Cette année, la pluie excessive et le froid perturbent les récoltes. Il y a des ouvertes, des fermées, des presque à point. Ouais, là, on voit qu'ils sont perdus. Hein. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Ça s'appelle la journée blanche, c'est-à-dire que c'est la journée où justement il n'y a pas de blanc, mais il n'y a pas de fleurs, parce qu'il a fait très 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 froid cette nuit. Comme il y a eu quelques rayons de soleil et un petit peu de douceur, finalement ils se sont mis un peu à fleurir. C'est la surprise du matin. Généralement, nous on est contents les producteurs, parce que comme ça fait des mois qu'on est 7 sur 7 sur le front, eh bien c'est la journée où on va se recoucher. on descend, ouh, trop bien, premier jour de vrai congé. Pyjama, on retourne au lit sous la couette. Le break, eux aussi sont contents, ça leur fait du bien. Au fil des saisons, la production, au lieu d'être stable, on passe de très belles saisons à des saisons plutôt catastrophiques. On a des mois de juillet de dingue, puis un mois d'août affreux, puis septembre, ça repart, et puis c'est moyen. On a eu, il y a 2 ans, un été indien incroyable. On a fait un
une récolte très moyenne juillet, août, septembre. Et octobre, novembre 2022, une douceur incroyable, des nuits à 20 en plein mois de novembre. On avait de la fleur comme ça qui sentait incroyablement bon. On a fait une récolte de dingue en novembre. Voilà, c'est beaucoup plus incertain, imprévisible, incroyable. On est dans l'incertitude. On s'adapte. Le lendemain, heureusement, la chaleur est au rendez-vous. Oui, c'est le chant du coq. Le soleil n'est même pas encore levé. On commence vraiment dès qu'on y voit. Et puis, idéalement, il faut finir vers 11h. Comme ça, on a vraiment une matière première naturelle préservée, des molécules intactes. L'or blanc de Grasse, de nouveau, coule à flot. Le jasmin, on le ramasse dans un panier bien aéré, bio. Le jasmin, c'est pas une fleur qui se conserve. On est vraiment sur de l'éphémère. C'est agréable parce qu'on a un peu l'impression d'être décalé avec les autres et d'être privilégié, en fait, de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est déjà exceptionnel en soi de cueillir le jasmin en France, en Pays de Grasse, mais en plus de voir le jour se lever, puis la chaleur monter, on ressent bien mieux les choses, quoi. Ce jasmin de Grasse cueilli à l'aube inspire une part de rêve et de désir. Surtout chez les parfumeurs. Imagine cueillir ça toute la journée, tous les matins, venir et puis tu te baisses. Tu t'enivres surtout. Le matin, t'as le côté frais qui va se développer, le côté plus aquatique, le côté vert. Il est vrai que celui-là, je le trouve vraiment confit, doux, sucré. Il n'est pas vert, croquant, végétal, il est vraiment confituré. Moi, j'ai le côté aqueux aussi. J'adore. Hélène Prévost et Joël Lerioux appartiennent au monde très discret des parfumeurs de niche. Ces créatrices indépendantes sont chargées de créer un baume parfumé qui sera vendu sur chaque exploitation. Tu sais, j'ai même un côté fraise. Ces 16... Leur feuille de route, retranscrire l'odeur d'un champ de jasmin de Grasse. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin de renfort? Non? Oh mince, vous nous enlevez l'envie. Si vous avez un petit peu de temps. Ah mince. Bon ben, bonne cueillette alors. Bonjour les filles. Bonjour Carole. Alors, ça sent quoi ce matin, à cette heure-ci? Ça sent le bonheur. Les cultivateurs nous ont donné l'objectif de retranscrire ce que eux sentaient tout au long de la journée. Ça c'est effrayant. Ça met une boule au ventre. On se dit, oh là là, quel défi! Est-ce que je vais réussir à relever? Dans cet écosystème riche et varié, les espèces végétales interagissent entre elles. Leurs arômes aussi. Regarde, t'as quoi là comme plante? Fenouil. Du fenouil. Donc il faudra qu'on pense à prendre... On pense au clin d'œil. Au clin d'œil du champ super épicé, anisé, un peu terpénique. Ah, j'adore. On pourrait faire la reconstitution d'un jasmin grandiflorant à partir de notre labo en se faisant livrer des fleurs. Mais on y perd en fait toute la sensation d'être sur place, le vent là qui vient caresser notre peau et qui apporte des effluves des champs d'à côté, le noisetier avec le mûrier à son pied. Tout ça en fait ce sont des références aussi olfactives qui peuvent nourrir la composition, même si la thématique principale c'est le jasmin, mais c'est le jasmin dans son environnement. Grasse, c'est une multitude d'odeurs.
C'est une corne d'abondance pour le parfumeur Grasse, en fait. Devant l'orgue à parfum, l'assemblage commence. En parfumerie, le naturel ne suffit pas. Il faut ajouter de la chimie. Pour enrichir leur formule, les créatrices bénéficient d'un ingrédient précieux. C'est de l'absolu jasmin. Une dose infime que l'association leur accorde. Oh, c'est beau, hein? Lorsqu'on intègre dans la formule cette qualité d'absolu, si on a des gros volumes de vente, après on ne peut plus satisfaire le client final. Donc il faut vraiment jauger et se dire pour quel projet je conserve cet absolu extrêmement précieux. Imaginons les ventes explosent, comment je vais pouvoir produire ma formule, l'assembler, si je manque de cet absolu parce qu'il n'en est que 1 kilo par an de produit. Il n'y a pas assez de fleurs. Pas assez de fleurs, mais est-ce que c'est bien écologique aussi d'avoir des exploitations à grande échelle? Je ne suis pas sûre. Tout est une question d'équilibre, de juste milieu. Le retour à la naturalité révolutionne le monde de la parfumerie. Firmenich en est le géant mondial. L'entreprise produit des arômes utilisés chaque jour par 4 milliards de personnes. Vous voyez qu'en fait, on va peser assez rigoureusement les quantités qu'on va disposer sur le tapis. Xavier Brochet nous ouvre exceptionnellement les portes du laboratoire qui développe une toute nouvelle technologie d'extraction. Donc là, l'objectif pour nous, c'est toujours de faire des plantes fraîches parce qu'on va utiliser l'eau intrinsèque de la plante. Tout l'enjeu, toute la beauté de cette technique d'extraction assistée par micro-ondes, c'est qu'on va utiliser l'eau sur les produits frais, l'eau qui est présente à l'intérieur des cellules. Et c'est vraiment cette eau native de la plante qui va servir, en gros, de solvant d'extraction. Les ondes électromagnétiques agitent les cellules végétales. Elles réchauffent l'eau, présente dans les plantes, et libèrent leurs molécules odorantes. Si on progresse le long de la ligne, on va voir qu'après le chargement, on rentre dans le tunnel proprement dit d'extraction, qui va être alimenté par les micro-ondes. Et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, je suis désolé, mais on est obligé de garder les couvercles en position fermée, pour des raisons de sécurité, tout simplement. Comme un four à micro-ondes de la cuisine qui s'arrête si vous ouvrez la porte, pareil. On va exposer le végétal, je dirais, pendant un temps très, très limité à un petit stress thermique, beaucoup plus court qu'avec les techniques conventionnelles. Néanmoins, la plante n'est pas brûlante. On peut la prendre un peu à la main, ce qui veut dire qu'on n'est pas allé à des températures extrêmes qui brûlent la biomasse. C'est vraiment important pour éviter justement d'abîmer les molécules aromatiques fragiles issues de la plante. Dans l'essentiel, l'eau chargée d'arômes décante naturellement. Un concentré fabriqué sans solvant, sans additifs. On a juste prélevé l'eau et la charge aromatique et en même temps, on a le bénéfice de travailler avec une consommation d'énergie par kilo d'ingrédients obtenus bien moindre. Bien moindre, c'est de l'ordre de 5 fois moins. 5 fois moins d'énergie qu'avec du conventionnel. Et avec certaines plantes, ça peut être encore bien plus marqué. Cette innovation technologique ouvre des horizons inespérés. Un temps délaissé, Grasse attire aujourd'hui tous les acteurs de la parfumerie. De cette villa historique, Firmenich a fait son centre de recherche. Un lieu de rendez-vous pour les nez, en quête des arômes de demain. N'hésitez pas à venir mettre votre nez dessus pour nous dire si vous trouvez de l'intérêt. Ouais, ce que je vous invite également à sentir, c'est les fleurs jaunes de ces grandes hampes de la famille des Zygiberaceae, la famille des gingembre. Ce qui est intéressant avec le frangipanier, c'est qu'on voudrait vraiment essayer de dépasser une limite aujourd'hui
qui fait qu'on la considère presque comme une fleur muette parce que, en fait, même si ces fleurs sont très généreuses dans leur parfum, quand on essaye de faire une extraction conventionnelle, souvent l'extrait est perçu d'une manière très décevante par les parfumeurs ou les utilisateurs potentiels. Les fleurs muettes le plus souvent citées dans la parfumerie sont le muguet, le chèvrefeuille, le lilas, la glycine. Les molécules odorantes qui donnent l'odeur si attirante de ces fleurs, finalement, sont des molécules trop fragiles et dès qu'on commence à mettre en place un process d'extraction avec un peu de chauffage, des solvants, des additifs, ça marche pas. Les techniques de micro-ondes, en particulier, vont nous permettre d'explorer ce territoire. Donc on est très attentif à ce challenge de travailler sur les fleurs muettes parce qu'évidemment, tout le monde est capable de les sentir, tout le monde les apprécie, tout le monde les demande et tout le monde est frustré de ne pas les avoir à disposition. Donc si on est, comment dire, un peu juste malin pour saisir des opportunités, il y a vraiment un territoire immense à travailler sur cette catégorie de fleurs. Sauvegarder des pratiques agricoles en voie d'extinction. Sécuriser les récoltes sans craindre l'avenir. Imaginer les parfums du futur. C'est à Grasse que le naturel se réinvente aujourd'hui. Fioriscono storie d'amor nel vento. Come petali che cadono piano, si posano dolci sopra un manto. Je pense que c'est que le début. On nous demande aujourd'hui même, dans des congrès internationaux dans d'autres pays du monde, de partager l'histoire et cette expérience. Parce qu'on est peut-être aussi source d'inspiration pour ce qui est d'une structuration d'une filière, de la valorisation d'une filière et donc de la protection du monde paysan. On a tous la possibilité, à un moment donné, quand on se met tous autour de la table, de dire on peut faire autrement. On sait faire autrement. Ça marche à Grasse. Pourquoi ça ne marcherait pas dans les autres pays du monde? Les rose rose, come labbra ardenti, sussurrano segreti alle farfalle. I gelsomini, bianchi e puri, si offrono alla luna tra le stelle. I fiori s'aprono al bacio del sole, i uccelli cantano melodie d'amore.